Donc, merci d'être avec moi, Isabelle. Donc, tu es la toute première personne que j'interviewe de cette manière-là. Et même si le son ou l'image ne correspondent pas à du matériel de professionnel, je pense que ce que tu vas nous dire sera de toute façon très riche et mérite justement une attention particulière, puisque nous allons parler de constellation familiale. Et pour ce faire, ce qui peut être très bien, c'est dans un premier temps, évidemment, te présenter et dans cette présentation, à la suite de nous dire comment tu as fait pour en arriver à la constellation familiale. D'accord. Alors, je me présente déjà, je m'appelle Isabelle Malgérard. J'ai démarré en fait il y a quelques années par une formation en en coaching. C'était en 2011, donc ça commence à dater. Et puis, l'entreprise dans laquelle je travaillais a fermé ses portes, hein, et on a pu bénéficier d'un plan comment dire, de formation. Et donc, j'ai fait différentes formations, formateur par exemple. Et puis, je sentais au fur et à mesure du temps qui passait que je savais que ça allait m'être utile, mais c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Je ne voulais pas être formatrice en entreprise. Je voulais vraiment travailler avec les particuliers. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais, vers quoi je pourrais aller, quel outil je pourrais avoir en supplément par rapport au coaching, par rapport à cette formation de formateur. Et puis, l'hypnose est venue. Donc, j'ai fait une formation par le biais des leads en tant qu'hypnothérapeute. Et puis, chemin faisant, je me suis formée. J'ai ouvert mon cabinet il y a donc maintenant plus de 5 ans. Donc, le temps passe. Et puis, j'allais tout doucement. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait connaître les constellations familiales. Sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça paraissait un peu fou. Et puis, quand j'ai commencé à pratiquer, j'y ai vu un potentiel en fait énorme, hein, déjà par mon histoire personnelle, mon histoire de vie, mon histoire familiale, parce que très souvent les constellations familiales s'inscrivent bien évidemment dans une histoire familiale. Alors pas que, hein, on est bien d'accord. Et puis ça m'a permis moi de revenir sur les lignées, la lignée maternelle, la lignée paternelle, me rendre compte effectivement que j'étais ce que j'avais vécu dans ma vie, ce que je continue à vivre. J'étais impactée par cela. Et donc, tout doucement, j'ai creusé, j'y suis retournée et puis j'ai décidé de me former en constellation familiale. Voilà. Et donc, c'était il y a maintenant plus de 2 ans que j'ai fait cette formation. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la constellation familiale? Alors, les constellations familiales, ça rentre en fait dans le champ de ce qu'on appelle la psychologie phénoménologique. Alors, ce terme, en fait, vient ce sont des philosophes à une certaine période qui utilisaient ce terme-là, c'est-à-dire en fait que c'est l'analyse directe de l'expérience vécue de quelqu'un. Voilà. Ces philosophes-là voulaient que la philosophie soit inscrite dans la science, en fait, dans ce qui est vécu et concret, quelque part. Alors, dans les constellations, on parle de transgénérationnel. Pourquoi le transgénérationnel, qui est la différence de l'intergénérationnel? L'intergénérationnel, tu hérites de chouettes choses, hein, de tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, de tes parents. Mais il y a aussi cette histoire cette notion en fait de transmission vertueuse, positive. Le transgénérationnel s'inscrit dans quelque chose qui est plutôt de l'ordre du fantôme, en fait. Hein. Tout ce qui est non dit, tout ce qui est traumatique. Voilà, donc on inscrit l'arbre généalogique en fait dans le transgénérationnel. C'est beaucoup plus lourd. Dans le moment présent, nous vivons en fait comme des répliques en fait d'un tsunami quelque part,
nous vivons ces répliques. En fait, ces répliques ont été revécues de génération en génération. C'est l'histoire de la patate chaude qui est transmise Tu au fur et pourrais à nous mesure. donner un exemple concret, si tu en as un, bien évidemment, pour qu'on puisse bien comprendre ce qu'est la notion de fantôme, pour comprendre ce que tu entends par cette notion de fantôme, mon ancêtre, hein, je ne sais Oui, pas, hein. Et puis justement de cette réplique. de cette réplique. Alors, je vais prendre un exemple. On part du principe qu'un arrière-arrière-grand-père a fondé son entreprise. Il y a mis vraiment tout son cœur, tout son argent, donc il travaille durement dans son entreprise. Et puis, pour X raisons, il y a spoliation de l'entreprise. Il se la fait voler, bref, l'entreprise ferme ses portes, peu importe la manière dont c'est fait, mais en tout cas, il perd son entreprise. Donc, il va terminer sa vie en étant bien évidemment haineux, en colère, ou alors complètement tétanisé, sidéré par ce qui s'est passé, peu importe la manière dont il va terminer, mais il ne va pas mourir de manière sereine. Ces enfants qui ont vécu avec lui, bien évidemment, ce processus de montée dans la hiérarchie sociale, mais aussi cet effondrement finalement. Alors, chaque fratrie va vivre de manière différente le traumatisme qui a été vécu par le grand-père, mais eux-mêmes ont vécu aussi leur traumatisme. Ils ont été, comment dire, le témoin direct du traumatisme du père, mais ils ont vécu, eux, à leur niveau, la manière, durant leur vie d'enfant, d'adolescent et de jeune adulte. Et puis, ils vont se lancer dans la vie. Peut-être vont-ils vouloir créer une entreprise eux-mêmes, quelque part. Et finalement, cette entreprise va péricliter. On va monter une deuxième entreprise, ça va péricliter. Un des autres enfants va, comment dire, claquer son argent facilement dans les jeux, dans les courses de chevaux, enfin, bref, l'argent va brûler les doigts quelque part. Ou alors, on n'arrive pas à en gagner, ou alors, ça brûle les doigts. Mais du coup, l'argent ne reste pas. Et finalement, on va s'apercevoir qu'au fur et à mesure du temps qui passe, chez certaines personnes, chez certains descendants, eh bien, effectivement, on n'arrive pas à gagner son argent. C'est comme s'il n'y avait pas de légitimité, en fait, quelque part à gagner cet argent. Et donc, cette histoire, c'est l'histoire de la patate chaude. C'est l'histoire, finalement, de cette histoire, tu sais, phénoménologique, finalement, de cette expérience vécue, de ce tsunami qui est sans arrêt, avec des répliques, avec des répliques et avec des répliques. C'est le principe du tsunami. Tu as la grande vague, et après, il y a des petites vagues, et c'est sans arrêt des répliques. Et donc, on part du principe, quelque part, que c'est aussi énergétique. Alors là, je vais sur un autre domaine, bien évidemment. Un autre domaine, mais qui est, bien évidemment, qui est toujours la ligne directrice, c'est qu'on part du principe que le corps est fait de multiples cellules, de milliards de cellules, et que dans ces milliards de cellules, d'après les spécialistes, nous sommes faits de 0,001% de matière. Tout le reste, c'est fait d'énergie, d'information. Donc, finalement, nous ne sommes faits que d'énergie, d'information. D'accord ? L'information, quand tu as une information, quand on te délivre une information, elle n'est pas saisissable, tu ne peux pas la saisir. Tu la saisis d'une certaine manière, mais c'est bien une énergie que tu saisis. L'idée même de l'information, c'est une énergie. L'amour que tu portes par rapport à ta femme, à ta fille, à ton fils, ce n'est qu'une énergie, l'amour. Les émotions, ce ne sont que des énergies. Donc, on part de ce principe-là, mais en même temps, dans ce qui a été transmis, c'est l'émotion, en fait, qui reste, cette échappée énergétique. Les énergéticiens, en fait, disent que l'énergie centrale se passe au niveau du plexus et que cette énergie, il y a une fuite d'énergie quelque part qui est partie. Et cette fuite d'énergie, en fait, peut être due
soit parce que je l'ai vécu moi, dans mon expérience personnelle, bien évidemment, ça arrive aussi, mais parce que ça a été inscrit aussi dans ma lignée, dans mes lignées, paternelle ou maternelle, et ou d'ailleurs paternelle et maternelle. D'accord. Est-ce que ça veut dire que je dois connaître la vie de cet arrière-arrière-grand-père si moi je suis l'enfant qui réplique, qui refait un système donc défaillant hein, de faire tomber mon entreprise, hein, de l'amener à l'échec? Ou est-ce que ça peut être, bah, je ne sais pas du tout, je n'ai aucune information et j'ignore complètement que cet arrière-arrière-grand-père avait des difficultés justement pour mener son entreprise ou s'est vu justement retirer cette entreprise? Alors, je vais essayer de répondre à ta question. Si je suis un arrière-arrière petit enfant, peut-être que le fait que mon arrière-arrière-grand-père, qui s'est peut-être même suicidé hein, suite à ça, hein, je veux dire en plus il y a eu encore un autre traumatisme, Oui. mais c'est pas forcément inscrit dans un non-dit ou dans un secret de famille, d'accord? C'est quelque chose qui a été dit, c'était mis au jour, tout le monde le sait, mais en même temps, l'énergie même du traumatisme de cet grand-père, pardon, a malgré tout été délivré au fur et à mesure. Et dans la fratrie dans laquelle je suis, dans ce présent-là, c'est moi qui vais être peut-être impactée par ça. Tout simplement parce que peut-être que je suis, on appelle ça le mouton noir de la famille dans notre domaine, je suis la personne qui va révéler ce qui s'est passé en fait. Je vais, comment dire, réussir à consoler, entre guillemets, mon arrière-arrière-grand-père. Je vais le réhabiliter en tant qu'homme, en tant que professionnel, en disant que ce n'était pas de sa faute, enfin, et que bah, ce sont les choses de la vie, peu importe, mais parce que très souvent, ces gens-là meurent aussi honteuses quand même, hein, d'avoir tout perdu, d'avoir, comment dire, mis leur famille dans comment dire, une misère peut-être intense, hein, financière et psychologique, bien évidemment. Et du coup, eh bien, je vais, grâce à moi, quelque part, enfin, grâce à moi, quelque part, oui, je vais réhabiliter cet arrière-arrière-grand-père. Et en fait, on va refluidifier cette lignée des hommes, quelque part, qui n'arrivent pas à, comment dire, à maintenir à flot financièrement. Alors justement, ce qui peut être très intéressant, c'est comment mettons ça en œuvre. Comment tu mets en œuvre une constellation familiale? Comment ça s'organise? Alors, une constellation familiale se fait soit individuellement, soit en groupe. Alors, individuellement, moi, je vais te montrer, je me sers de Playmobil, en fait, de petits personnages. Voilà, j'en ai plusieurs. J'ai des hommes, des femmes, des enfants, des bébés, des objets aussi, que des personnes choisissent des objets. Et en fait, hein, grâce à ces personnages, les gens choisissent comme ils veulent ces personnages, les posent comme ils le ressentent. Sur un meuble, hein, je leur demande de poser très souvent leur famille d'origine, donc parents et la fratrie. On peut aller aussi aux grands-parents. Et la manière dont ils vont les positionner, moi, ça va me parler. Les personnes pensent qu'ils ont choisi et posé les personnages de manière aléatoire, mais il n'y a jamais de hasard dans ce domaine-là, en fait, il n'y a pas de hasard. Et un personnage qui a la tête tournée, si moi je me mets à l'arrière de mes parents, par exemple, ça signifie que je suis impactée par mon arbre généalogique. Je ne suis pas à ma place. En tant qu'enfant, dans un arbre généalogique, les enfants sont tout en bas du tronc et au fur et à mesure, tu as les parents et au fur et à mesure, tu as les grands-parents, etc., etc. Et tu remontes. Et plus tu remontes, et plus l'arbre est grand, hein, on est bien d'accord. Et il y a 2 branches d'ailleurs. Si moi, je me trouve au-dessus de mes parents, ça signifie que je suis impactée très souvent
par des grands-parents, des arrière-grands-parents et peut-être même bien au-dessus. Donc, je ne suis pas à ma place. Et c'est important de revenir à sa place d'enfant. Je peux être aussi, par rapport à ces personnages, me placer à côté de mon père, par exemple. Et ma mère est placée à côté de ses fils. Donc là, ça signifie que le couple, c'est le papa et la fille. Et du coup, la fille n'est absolument pas à sa place. Qu'est-ce qui a fait dans cette constitution familiale que la fille se mette à la place de la mère? Ça, c'est à découvrir, justement. Et l'important, c'est que tout le monde retrouve sa place pour qu'il y ait une fluidité et comprendre que, voilà, moi, je suis là. Et c'est, comment dire, si je trouve ma place, je vais trouver ma place dans la vie, dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle. Si je ne suis pas à ma place, je vais donc ne pas trouver ma place dans la vie en général. C'est un exemple. Et au niveau collectif, alors, puisque tu parlais de Et la au vie niveau humaine, collectif, alors au niveau collectif, toi, si tu veux poser une constellation, il va y avoir d'autres personnes qui s'appellent des représentants. Donc, tout se fait toujours de manière bienveillante. Et donc, tu vas poser ta thématique, ta problématique, et tu vas regarder la constellation. Dans ce que tu vas dire, moi, je vais te proposer d'y mettre, par exemple, si je reviens sur la famille d'origine, je vais te demander de choisir dans l'assistance quelqu'un qui va représenter ton père, ta mère, un frère, une sœur, un grand-père, une grand-mère, la problématique, et pourquoi pas l'origine de la problématique. Parce que de toute façon, en règle générale, il y a très souvent une origine, d'accord? Qui peut remonter très loin ou pas, on est bien d'accord. Et toi, tu vas observer, tu vas être l'observateur de ton arbre généalogique, un bout d'arbre généalogique. Et tout va se jouer, et les représentants donc, qui vont jouer ces rôles-là, je mets jouer entre guillemets bien évidemment, vont ressentir, puisqu'on parle d'énergie, on est tous un canal, on a tous cette possibilité de ressentir du chaud, du froid, de la peur, une émotion. On va avoir des attitudes qui ne sont pas nous du tout, qui ne nous appartiennent pas. L'attitude du grand-père, je ne sais pas moi, si c'est un patriarche, même une femme. Parce que c'est vrai qu'en tant que représentant, on a souvent des femmes, on n'a pas beaucoup d'hommes, ce qui nous manque des fois quand même dans les constellations. Et un homme une femme va avoir l'énergie de l'homme, et vraiment le patriarche. Donc, elle va se tenir vraiment comme un homme. C'est incroyable ce qu'on peut ressentir. Tu expliques qu'en fait, on rentre dans la peau d'un personnage. Parce qu'on est un canal. D'accord. On ne parle pas. Alors, je vais mettre les choses au clair. On ne parle pas avec les morts. C'est une évidence. Voilà. On ne parle pas avec les morts. On est juste un canal. Et en tant que canal, on se relie à l'énergie de la personne. Si je reviens sur mes 99,99% d'informations, tu sais, d'énergie que l'on est, ça signifie que toi, moi, on pourrait se relier, enfin, en plus, ce n'est pas à toi que je vais expliquer ça, mais on peut se relier et comment dire, avoir un ressenti de ce que l'autre ressent. Tout simplement en se canalisant sur la personne. J'ai fait une expérience au mois de juillet je partais en stage. Je fais une formation par rapport à la méditation cette année. J'avais 5 jours de stage. J'allais dans un endroit que je ne connaissais pas. La seule chose que je savais, que c'était un fort Vauban. C'est la seule chose que je savais. Mais je n'ai pas voulu aller voir sur Internet comment c'était positionné. Je me suis canalisée sur l'endroit. Et en fait, il y a 2 choses qui me sont venues. C'était un escalier. Et au niveau de cet escalier, il fallait que je me baisse. Je voyais un truc où j'étais obligée de me baisser comme ça, tu sais. Je me suis dit, tiens, c'est curieux. Après, je me suis dit, tiens, bon, oui, mais ça doit être… Tu sais, je me suis dit, c'est un peu comme les fermes auberges. Le plafond bas, les maisons alsaciennes, c'est le plafond bas, ça doit être un peu ce principe-là. Et en fait, je savais que j'allais dormir dans un
dans un autre endroit que là où on mangeait et où on faisait la formation. Et quand je suis arrivée là où je devais dormir, sur le coup, je me suis dit, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pensé. Sauf que c'était un espèce de petit duplex. Et là où je dormais, il fallait monter un escalier. Et comment te dire, le plafond était à peu près 1m55. Donc forcément, il fallait que je me baisse. Et à chaque fois que je me levais, je me suis cogné une paire de fois la tête au niveau du plafond. Mais donc, je devais me baisser. Et donc, quand on s'ouvre à ça, en fait, c'est vraiment s'ouvrir à la compréhension que ces informations, on peut les avoir. Et on les a aussi bien de bâtiments, parce qu'on a constellé déjà des murs, des maisons, on peut consteller une voiture. Ce ne sont que des informations, parce qu'à l'intérieur, il s'est passé des choses. D'accord. L'endroit où tu habites, qui est un endroit qui est quand même historique, ce serait intéressant de faire une constellation sur ces murs, par exemple. Et même toi, si tu te canalises sur ces murs-là, en posant peut-être des questions, pas forcément dans le pourquoi, mais plutôt dans le comment, on reste dans le comment, tu vois, ça tu connais bien, et juste laisser venir ce qui doit venir. Peut-être que tu aurais des informations qui ne sont que des énergies, parce que tu es un canal et que finalement, l'histoire qui est inscrite dans ces murs, c'est juste une énergie également. Et, est-ce que tu as des retours, en fait, là je parle évidemment pour ceux qui peuvent témoigner, que ce soit en individuel ou que ce soit au collectif, hein, Oui. de ce qu'ils ressentent et de ce qu'ils ont vécu? Alors, dans ce qu'ils ont vécu, pour les personnes qui… la dernière constellation que j'ai faite, là, c'était au mois de juin. Et je me rappelle d'une dame qui est intéressée pour faire une constellation pour son fils. Et je lui ai proposé de venir pour essayer en tant que représentant. Parce que je crois qu'une constellation, c'est déjà de la tester en tant que représentant. C'est toujours extrêmement curieux et peut-être même compliqué pour les personnes de comprendre ce que sont les constellations. Et j'invite toujours les gens, venez en tant que représentant pour ressentir. Parce que je crois que c'est dans le… Enfin, c'est pas je crois, j'en suis persuadée, c'est vraiment dans le ressenti que l'on a une compréhension de comment fonctionne une constellation. Et comme il n'y a pas de hasard dans la vie, les deux constellations que je faisais, les deux thématiques étaient liées à des enfants, justement. Et donc, elle a été bluffée parce qu'elle a pu elle-même ressentir. Et alors, c'est quelqu'un qui s'est complètement lâché, elle n'est pas dans le contrôle. Alors, ça ne veut pas dire que les gens qui sont dans le contrôle ne vont pas ressentir, mais il y a certaines personnes qui ont tellement peur de ne pas ressentir, de faire faux. On ne fait jamais faux en constellation. Il n'y a pas de réussite ou d'échec. Il y a ce qui est tout simplement. Il y a juste, qu'est-ce que je ressens? Si je ressens rien, ça peut être juste aussi. Parce que quelquefois, moi, j'intègre des représentants, des personnages qui finalement s'aperçoivent qu'ils n'ont rien à faire dans la constellation. Ok, donc je sors la personne de la constellation. C'est que ce n'était pas cette personne-là. Voilà, ça arrive. Et quels sont les préjugés que tu as déjà pu entendre de personnes concernant la constellation? Est-ce qu'il y en a d'abord des préjugés? Enfin, il doit y en avoir. Mais, Des préjugés, des préjugés, il peut y en avoir. Je pense que c'est les mêmes quand on touche à quelque chose qui est insaisissable, en fait, quand on parle effectivement d'énergie. Moi, je ne vais pas vraiment parler de préjugés, j'ai quelque chose qui me vient en tête. C'est quand tu as une attente particulière. Quand quelqu'un connaît les constellations et qu'elle a une idée, en fait, de comment va se passer sa constellation. Et que, du coup, la constellation ne se passe strictement pas comme elle l'envisageait. La personne peut être déçue, je l'ai eu, je l'ai déjà eu dans les constellations que j'ai pu faire, ça m'est déjà arrivé. Je le vois, ça se perçoit, je le vois bien. Et donc, du coup, je me permets effectivement de rappeler par la suite la personne
de rentrer en contact, hein, et je ne le fais jamais tout de suite. J'attends minimum 1 mois pour le faire. Et je m'aperçois que les gens ont fait un travail dans ces semaines qui ont passé. Parce qu'en fait, elles s'aperçoivent que finalement, ce qui a été travaillé, ben, il y a une certaine justesse. Qu'elles auraient, bien évidemment, qu'elles auraient aimé que ce soit comme elles l'avaient envisagé, mais que c'est ce que je leur explique, une constellation, même moi qui en fait régulièrement, je ne peux jamais, même si j'ai travaillé avant avec la personne sur certaines problématiques, thématiques, je ne sais jamais ce qui va en sortir, jamais. Donc, j'ai envie de dire, ne s'attendre à rien du tout. C'est juste… alors, je me permets aussi de dire une constellation, quelqu'un qui a une maladie ou un enfant qui est malade, ou ça ne va pas régler la maladie de l'enfant. Hein. Je me permets quand même de le dire. Faut faire aussi très attention à ça dans ces attentes-là. Quelquefois, il y a du mieux. Mais moi, ça, je ne peux pas… parce que je pense qu'on a levé quelque chose plus en lien avec de la psychologie chez la personne. Hein. Il y avait une somatisation chez la personne et ça a aidé la personne. Donc, effectivement, il y a un léger mieux, mais ça ne règle pas une maladie. Je crois que ça ne soigne pas. Voilà, le terme de soin, c'est comme en hypnose. Hein, on n'est pas dans le soin. C'est… moi, je vois les constellations de cette manière-là parce que j'ai cette comment dire, par expérience, j'ai pu me rendre compte qu'il y a une compréhension de ce qui a pu se passer, soit dans mon fonctionnement, soit dans ce qui s'est passé dans mon arbre généalogique. Et que du coup, j'ai pris en charge, hein, par amour pour mes ancêtres, j'ai pris en charge leurs douleurs, leurs traumatismes, les non-dits. J'ai pris tout ça en charge parce que, voilà, parce que je viens de là et que c'est important de prendre… Tu sais, un enfant où le papa, la maman a une problématique, l'enfant, inconsciemment, c'est une éponge et donc va essayer en tout cas au plus possible de prendre la douleur du papa ou de la maman, ou des deux. C'est perdu d'avance, hein, on le sait en tant qu'adulte, mais c'est comme ça, c'est par amour. Et par amour, ben, on se fait du mal, Alors, bien évidemment. de fait, sur quelles sont les demandes que tu as pour pouvoir travailler en constellation, je dirais tout le panel de demandes qui peuvent exister? La croyance, par exemple, que mon père ne m'aime pas, ou ma mère ne m'aime pas, par exemple. Donc, je grandis, j'ai grandi avec cette croyance-là et en fait, quand on pose une constellation, on va s'apercevoir que le père ou la mère ou les deux sont inscrits eux-mêmes, hein, dans des lourdeurs de famille, hein, et qu'ils n'ont pas su, et là on est dans l'intergénérationnel, on n'a pas pu transmettre vertueusement quelque chose, hein, mais on est inscrit dans le transgénérationnel, donc on va transmettre des lourdeurs. Je ne peux pas transmettre de l'amour si je ne sais pas ce que c'est l'amour. Je ne peux pas transmettre, comment dire, à mon enfant, je ne sais pas, un métier si moi-même, je ne fais pas le métier que j'ai voulu parce que j'ai voulu faire plaisir à papa ou à maman. Ou, voilà, il y a tout ça, ça s'inscrit effectivement. Et ça peut être un exemple, ça peut être aussi des culpabilités, ça peut être des faits de guerre, par exemple. Alors, surtout en Alsace, hein, on a pu le voir. Je ne sais pas, moi, quelqu'un qui a collaboré avec les nazis, par exemple, il y a une honte. Et on ne sait pas pourquoi, il y a une honte qui est transmise de génération en génération. Je me sens très facilement honteuse, facilement coupable. Et même si la honte et la culpabilité ne sont pas tout à fait la même chose, hein, on est bien d'accord. Mais je ne sais pas pourquoi je porte ça et j'ai cette impression que c'est encore…
c'est lointain. Mon père le porte, enfin voilà. Et donc, et moi, quand il y a des gens qui viennent me voir, il y a des mots qui me parlent. Dans les émotions, par exemple. C'est quand tu as une émotion qui est très forte, par exemple la honte, hein, ou la culpabilité, je vais démarrer par une petite constellation. Je dis toujours une mini constellation parce que moi, ça me parle, mais en même temps, en expliquant à la personne que quand on a une émotion qui est vive comme ça, c'est qu'on porte en nous quelque chose, soit qui s'est positionné durant notre enfance, ou alors ça a été transmis. Et c'est les fameuses répliques que je disais. Répliques que tu évoquais. Si par exemple, je suis quelqu'un qui est hyper angoissé, à un tel point que mes angoisses dominent ma vie, et que ces angoisses régissent même le fait que je vais avoir peur de prendre, par exemple, le volant, d'avoir peur de partir en voyage, de peur de voir mes enfants partir. Enfin, la peur ou l'angoisse dominant carrément tous les actes du quotidien. Et puis, de faire une rétrospective en m'apercevant que, ah bah oui, mais tiens, mon père était déjà angoissé, et puis son propre père était déjà angoissé. Et en venant te voir en disant, mais voilà, j'ai même des idées noires dès le matin au réveil, j'ai pas envie d'être interné, j'ai pas envie de me suicider. Est-ce que la constellation familiale peut m'aider pour pouvoir m'en sortir? Qu'est-ce que tu fais ou comment tu réagis par rapport à ça? Alors, une constellation, c'est, comment dire, moi, dans ce que j'entends, surtout dans les angoisses, hein, je pense qu'il y a différents, comment dire, travail à faire. Il y a ce que la personne vit dans le présent par rapport à vraiment à elle, ce qui est inscrit en elle, et ce qui ne lui appartient pas. Et ce qui ne lui appartient pas, effectivement, c'est ce qui vient de son père, ce qui vient de son grand-père. Et là, la constellation va permettre de mettre au jour, parce que peut-être que la personne ne sait pas pourquoi, ok, mon grand-père était angoissé, mais on ne sait pas pourquoi finalement. Et on va mettre au jour effectivement le pourquoi. Enfin, il y a une possibilité qu'on mette au jour. Et du coup, l'important est de calmer, d'apaiser la lignée, en tout cas, cette lignée des hommes, hein, paternels, et aussi de rendre à qui de droit ce qui ne lui appartient pas. Je garde ce qui m'appartient. C'est-à-dire, si je vis des angoisses, moi, qui m'appartiennent, ok, d'accord, mais ça, j'ai mon travail à faire, moi, mais je rends à mon père, je rends à mon grand-père, et pourquoi pas à quelqu'un cette émotion, mais dû très certainement à un traumatisme, à un choc émotionnel, à quelque chose qui s'est passé, qui n'a pas été digéré. Ça, je le rends. Et ça, c'est comment dire, il y a des protocoles à faire. Et dans ces protocoles, effectivement, il y a c'est toujours pareil, hein, c'est énergétiquement parlant, mais du coup, lié à l'information, cette fameuse information que l'on rend, et que surtout, parce que ça se passe sur deux niveaux. Puisque la personne regarde, elle comprend. Donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau du mental. Je suis en train de voir et je commence à avoir une compréhension que ce que moi je vis dans ma vie, en tout cas, il y a une bonne partie qui ne m'appartient pas. Ça, je le comprends. Mais en plus, on va faire un travail énergétique qui va faire qu'elle va reprendre sa part à elle. Alors, c'est comme un peu, on y croit pas, mais c'est comme un peu l'âme quelque part. C'est comme si une partie de ton âme était, il y avait une petite partie qui était là, une petite partie qui était là, dans tout ce qui a été traumatisme, choc émotionnel, et que sans le vouloir, il y a des gens qui t'ont pris cette part énergétique, cette part de ton âme quelque part, et tu réintroduis, tu te réappropries en fait, comment dire, tu te complètes en fait, au fur et à mesure. Et donc, moi, j'aime bien travailler sur ces deux aspects-là, énergétique et de compréhension. D'accord. Si je suis quelqu'un maintenant qui ne connaît pas l'outil, je ne sais pas trop. Par contre, j'en entends parler, comme maintenant, hein, puisque nous sommes en train de l'évoquer. Mais à qui je m'adresse, et comment savoir d'ailleurs que ça peut répondre à mes attentes?
hein, par rapport à ça. Puis comment savoir d'ailleurs que c'est peut-être une transmission transgénérationnelle de quelque chose qui ne m'appartient pas. Je fais comment quelle démarche entreprendre? Alors, je rebondis juste sur ce que tu as dit. Alors, ça peut être transgénérationnel ou pas, hein. C'est important aussi de le Oui, dire, hein. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que quand les fameux tsunamis que j'ai dit et les répliques, en fait, c'est de s'apercevoir que quand il y a quelque chose qui n'est pas réglé, quand il y a quelque chose qui est toujours actif, cette fameuse information qui est à chaque fois la fameuse patate chaude, eh bien, la vie va nous représenter sur un plateau, quelque part, hein, une histoire peut-être un peu modifiée, un petit peu différente, bien évidemment, mais finalement, je vais toujours revivre de la même chose. Cette impression, en tout cas, de toujours, de pas me sortir de ces histoires-là, qu'elles soient sentimentales, qu'elles soient professionnelles, amicales, peu importe, en fait. En fait, je vais m'apercevoir que je suis toujours en train de revivre, de toujours faire de la même chose. Dans mes rencontres, voilà. C'est ça doit déjà mettre la puce à l'oreille. Et ça, très souvent, c'est parce qu'on porte quelque chose. De nos parents, c'est pas obligé que ça aille jusqu'à la 8e génération, hein, bien évidemment, mais ça peut être tout simplement de nos parents. Et on va s'apercevoir aussi, dans nos enfants aussi, que tout à l'heure, tu as parlé d'angoisse, par exemple, que ah ouais, mais là, je commence aussi, mes enfants commencent aussi, mon fils ou ma fille, peut-être pas les deux, mais il y en a un qui commence à être angoissé. Zut, finalement, on est en train de transmettre aussi quelque part. Et là, on prend plus conscience. Moi, j'ai pu remarquer quand même que j'ai des gens qui viennent en me disant, en fait, je m'aperçois que ce que je vis, eh bien, je suis en train de le transmettre. Je le vois au travers de mes enfants. Tout petits qu'ils sont, je le vois, en fait. Et là, effectivement, ce serait intéressant. Alors, et d'une, je pense que ce qui peut être très intéressant, c'est que tout le monde devrait faire son arbre généalogique. Tout le monde. En mettant des dates de naissance, des dates de mort, là où ils sont nés, là où ils sont morts, comment ils sont morts, quelle a été leur vie, quel a été leur métier. Parce qu'on s'aperçoit aussi des fois qu'il y a des chiffres, on ne sait pas pourquoi, des mois, des chiffres qui sont sans arrêt en répétition. Il y a des mois où il y a eu beaucoup de morts ce mois-là, enfin, avec des années et même des siècles d'écart, hein, enfin, tout ça, ça doit interpeller. S'apercevoir, mettre son arbre généalogique sur un mur et de se dire, tiens, vers qui je me sens proche, vers qui je me sens attirée, homme ou femme, on s'en fiche. Des gens que je n'ai pas connus, vers qui, alors des fois ça parle, des fois ça parle pas. Si ça parle, eh bien peut-être s'intéresser davantage, quand c'est possible bien évidemment, à la vie de cette personne. Et peut-être s'apercevoir que ce qui se passe dans ma vie, peut-être que ma vie est très calme et très... mais parce que cette personne, je ne sais pas moi, c'était quelqu'un qui était moine, qui vivait dans un couvent et qui tout se passait bien. Enfin, il était en cohérence entre sa vie, ses pensées, ses prières, tu vois. Et du coup, on est inscrit aussi dans cette... c'est pas tout. Et là, on est effectivement dans l'intergénérationnel. Hein. Merci, grand-oncle, par exemple. Hein. Après, quand c'est quelque chose de beaucoup plus lourd, hein, ben voilà, c'est effectivement très souvent à ces moments-là qu'il est important, il serait intéressant, je vais le dire comme ça, intéressant de faire une constellation. Mais aussi, quand je vis aussi certaines choses avec mes collègues de travail qui peuvent être difficiles, quand à chaque fois que je change, régulièrement, je suis dans une entreprise où il y a vraiment des lourdeurs, de la manipulation, voilà, ce genre de choses. Et ce qui se reflète au travail se reflète dans sa vie privée. C'est une évidence. Enfin, en tout cas, très souvent, c'est inscrit comme ça ou dans sa lignée aussi. Ok, super. Je crois que là, c'est déjà très complet. Je te remercie Et pour merci à toi. ta participation. Alors,